Courageuse, c'est l'un des très rares qualificatifs louangeurs dont me gratifiait ma mère. J'aurais tant voulu qu'elle poursuive gentille, attachante, forte, intelligente, bref, la meilleure. Présentons encore Claire Chazal, son nom étant devenu presque une marque. Pendant 24 ans, Claire Chazal va être l'incarnation du JT de TF1 qu'elle présentait les week-ends, poste dont elle va être brutalement remerciée en 2015. Ses adieux au public, où elle dira les liens tissés, où elle dira son immense tristesse, vont être regardés par 10 millions de téléspectateurs. Tout au long de sa carrière, Claire Chazal a interviewé les plus grands de ce monde. Claire Chazal est aussi écrivain, elle a 4 livres à son actif. Le dernier livre, intitulé Puisque tout passe, et dont la citation du début est tirée, est paru en 2018. Bonjour Claire Chazal, ravie de vous avoir dans notre Lucar. Merci, bonjour Maya. Bonjour. Alors Claire Chazal, votre mère ne voyait que votre courage, alors que vous vouliez tant qu'elle voit autre chose, qu'elle voit vos autres qualités, que vous étiez la meilleure. Oui, je ne me suis pas toujours sentie très encouragée, ou en tout cas, il y avait beaucoup de retenue de la part de mes parents et singulièrement de ma mère, qui était peut-être très exigeante, qui était aussi assez gardée, qui n'était pas expansive et qui était un peu avare de compliments. En tout cas, elle était professeure et elle entendait qu'on soit sans doute très bon, qu'on ne fasse pas de fautes. Moi, j'étais bonne élève et j'aurais bien aimé qu'elle me félicite plus souvent. Et cette occasion que je cite dans le livre, où nous étions toutes les deux à répondre à une interview croisée, elle avait accepté, je ne sais pas pourquoi, donc de parler de sa fille à des journalistes. Elle a eu ce mot, ce qui était peut-être, qui était très gentil, bien sûr, mais que j'ai trouvé un peu court, et j'ai bien vu là le tempérament de ma mère. Guérit-on jamais de ce manque de reconnaissance à l'enfance Ah, et je dans la crois prime jeunesse? oui, je crois qu'on le porte toute sa vie. Oui, on attend toujours l'approbation de ses parents. Je crois que c'est les premières personnes dont on guette les réactions. Moi, c'était mon cas. J'avais vraiment besoin de leur soutien, qu'ils me félicitent, qu'ils m'encouragent. Alors, ils m'ont encouragée à leur façon parce qu'ils ont été très attentifs à ce que j'ai été. D'ailleurs, ils ont été très attentifs à leurs enfants. Mais ces générations-là ne s'exprimaient pas beaucoup. Donc, les mots d'amour, les mots étaient rares, peut-être même les gestes aussi. Et ça vous marque évidemment toute une vie. Cette approbation-là, on la recherche au fond tout le temps. Alors c'est peut-être bien parce que ça vous oblige à produire des efforts, à être exigeant avec vous-même, mais c'est aussi porteur de frustration et puis de doute et puis de difficultés personnelles, peut-être d'angoisse aussi. Donc, et on les recherche et on recherche ses origines et ses causes toute sa vie, je crois. Mais ce qui est paradoxal, Claire Chazal, c'est que votre immense succès, l'immense succès que vous aviez eu, que vous avez encore, mais que vous aviez eu pendant 24 ans en présentant le JT, ne vous a pas tant donné d'éléments de résilience. En tout cas, bien sûr que ça m'a encouragée, bien sûr que j'ai été très touchée par cette fidélité des téléspectateurs, ce nombre impressionnant de téléspectateurs, et leur fidélité jusqu'au bout et pendant de longues années, c'est vrai. Mais je crois que j'ai plutôt un tempérament de quelqu'un qui doute, qui se sent peut-être pas totalement légitime, ou en tout cas jamais complètement légitime, qui recherche encore une fois cette approbation-là des parents, des grands anciens, des confrères et consoeurs. Et donc évidemment, j'ai gardé tout au long de ces années de journaux et encore aujourd'hui des hésitations sur moi-même, et bien sûr que ça m'a toujours touchée, mais je suis moi-même dans une forme de doute. J'étais d'ailleurs très touchée par l'accueil fait au livre parce que
ce livre qui est un livre de confession, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais qui est un livre personnel Et qui est un qui très beau livre, c'est un très gentil beau livre, de le vraiment. dire. En tout cas, c'est un livre, en tout cas sincère, qui est effectivement sorti en 2018. Et j'ai été incroyablement surprise par l'accueil fait à ce livre, qui n'a pratiquement pas eu de fausses notes ou d'ombre, ni d'ailleurs chez les critiques, ni chez les lecteurs ou lectrices. Et je n'en revenais pas parce que j'ai quand même eu l'habitude dans ma vie de journaliste à TF1 notamment d'être critiquée, d'être regardée comme celle qui peut-être représentait le grand capital, une télévision grand public. Et le fait d'être récompensé comme ça par l'intermédiaire d'un livre, de quelque chose qui est écrit, ça m'a énormément touchée. Alors peut-être que le départ, comme vous le disiez, un peu brutal de TF1, m'a acquis des sympathies nouvelles, peut-être, je veux bien le croire. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup réconfortée. Oui. Mais si l'on en juge par le titre de votre livre, vous êtes toujours dans une certaine mélancolie. Le titre du livre est lui-même tiré d'un passons, passons, puisque tout passe. Je me retournerai souvent. Vous aussi, vous vous Oui. retournez souvent. Alors, c'est pas forcément mélancolie. Oui, alors, en tout cas, c'est le sentiment que le temps passe, c'est vrai, et que peut-être on vieillit aussi, et c'est un sentiment que j'ai au fond de moi-même, c'est vrai. Se retourner souvent, c'est pas forcément avoir la nostalgie, c'est peut-être y penser. Moi, j'ai pas tellement vécu dans la nostalgie du passé, en tout cas pas de l'enfance, ni de la jeunesse d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, j'aurais plus la nostalgie, mais ça vient tard, donc, de ces années de journal qui m'ont apporté tant de bonheur professionnel et d'exaltation et évidemment d'intérêt. Et singulièrement pendant cette crise du coronavirus et cette pandémie qui touche tout le monde, je me sens assez inutile, je me sens frustrée. Bon, évidemment, il y a des gens beaucoup plus malheureux que moi, c'est vrai, évidemment, mais je me sens quand même un peu frustrée de ne pas participer à l'émotion collective et de ne pas apporter ma petite pierre à cette peur et à ce qui occupe notre société et nos esprits. Et je l'ai beaucoup fait lors d'événements tragiques aussi souvent qui faisaient appel à l'émotion toute une société. C'était des actes de terrorisme, c'était des catastrophes naturelles, et j'avais au moins le sentiment de participer à la vie collective. Là, je me sens un peu exclue. Mais à part ça, je suis pas tellement dans la nostalgie. J'ai beaucoup vécu en regardant devant moi, en regardant le futur. Aujourd'hui, je dirais que je vis plus au jour le jour. J'allais dire, en essayant de profiter du moment, de l'instant. Mais vous dites quelque chose de déroutant quand ça vient de vous, Claire Chazal, la star. Vous dites que vous êtes dans un perpétuel sentiment d'illégitimité. Vous venez d'en parler là. Et dernièrement, j'ai regardé votre divan avec Fogiel et j'ai vu Ah oui. votre très grande émotion en évoquant ce sentiment perpétuel d'illégitimité. Je Je n'arrive pas. crois, oui. Alors c'est vrai que ce moment de l'émission de Marc-Olivier, nous l'avions enregistré au mois de mai ou juin 2015. Et là, sans doute, me sentais-je assez fragile. Je n'avais pas du tout, bien sûr, d'informations sur mon départ prochain, mais il y a toujours des contextes et des menaces qui se profilent. On connaît l'environnement et je devais sentir à ce moment-là que ma place était menacée, je ne sais pas, inconsciemment ou consciemment. Et c'est peut-être pour ça que l'émotion est montée, est arrivée pendant cette émission, était assez forte. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que je prouve quelque chose. Oui, il fallait que je prouve que j'étais capable de mener un grand journal, que j'étais capable de mener une interview, que aujourd'hui encore, bien sûr, j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à me regarder après, à accepter de voir et d'entendre ma voix. Je me trouve des défauts. Et même chose pour l'écriture. J'ai toujours, évidemment, alors là encore plus, bien sûr, puisque ce n'est pas mon métier d'être écrivain, je ne le suis
Et ce n'est pas parce qu'on a écrit 4 livres qu'on est écrivain. Donc, et pourtant, l'écriture, pour moi, est très importante et je la place très, très Bah haut. si, on peut être Et là écrivain même si on aussi, n'a écrit que 4 livres. oui, on peut Fournier même être est écrivain juste en le ayant grand écrit mot, qu'un mais c'est un livre, grand vraiment. écrivain. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, bien sûr. Des gens très jeunes, fauchés très tôt, qui n'ont écrit qu'un livre sublime, bien sûr. Mais enfin, je ne crois pas que ça soit mon cas. Et j'ai aussi souvent eu un grand sentiment d'illégitimité. Mais c'est pour ça que je souligne oui, le succès, l'accueil fait à ce livre qui m'a touchée, qui m'a beaucoup confortée. En devenant mère à votre tour, est-ce que vous êtes devenue indulgente par rapport à votre mère qui ne voyait en vous que le courage? Quand vous avez saisi les dimensions de la maternité avec tout ce qu'elle comporte de plaquage, d'anxiété, de peur, Oui, alors c'est vrai que ça comporte beaucoup de peur et d'angoisse, mais je dirais que c'est plutôt l'inverse. Ça a provoqué au contraire en moi un sursaut indignation, c'est pas le mot est trop fort, mais en tout cas, j'ai constaté à ce moment-là que c'était une chose qui était bouleversante d'avoir un enfant. Ça vous submergeait d'amour et on avait uniquement l'envie de dire à ce petit enfant qu'on l'aimait, qu'on le trouvait merveilleux et qu'on le trouvait plus le meilleur du monde entier. Et par comparaison, j'ai pensé à ce que ma mère m'avait dit et je me suis dit, ce n'est pas normal qu'on ne soit pas submergé par l'envie de tout donner. Ce que je pense que ma mère a beaucoup donné, mais en tout cas d'exprimer beaucoup d'amour et de confiance et d'admiration. Alors, je dirais que ça a plutôt provoqué l'effet inverse chez moi. Je ne me suis pas sentie très indulgente, non. Non. mais au vu du parcours de votre mère, Mm. n'est-ce pas normal qu'elle voit en le courage la vertu cardinale, la vertu, vu que vos parents viennent d'un milieu modeste, dont ils se sont extirpés à force de courage et de travail. Donc pour eux, dire à quelqu'un qu'il est courageux ou courageuse, c'est la vertu ultime. Peut-être, oui, bien C'est un sûr. signe d'amour extraordinaire. Oui, je le comprends tout à fait. D'ailleurs, pour moi, le courage est important, mais je mets au-dessus la générosité, je mets au-dessus la droiture, la vérité. Mais le courage est une très belle vertu. Je suis tout à fait d'accord. Et évidemment, vous avez tout à fait raison. Cette génération-là, ces hommes et ces femmes-là qui étaient issus d'un milieu modeste, comme l'étaient mes parents, qui avaient souffert pendant la guerre et qui s'extrayaient de cela avec une volonté incroyable évidemment, voyait dans le courage une vertu cardinale. Et je suis tout à fait d'accord, et c'était sûrement très beau pour eux. Euh, mais il manquait sûrement pour moi de la tendresse, de la chaleur que, à mon sens, mon père me donnait davantage d'ailleurs, alors qu'il avait lui aussi fait d'énormes efforts pour sortir de enfin pour être ce qu'il est devenu. Et j'ai d'ailleurs beaucoup d'admiration globalement pour mes parents, hein, bien sûr, et qui n'ont pas manqué de courage quant à eux. Mais peut-être il manquait de chaleur humaine. Et c'est vrai que ça, c'est sans doute un reproche que j'ai au fond de moi-même. Ces confidences de Claire Chazal ont surpris à l'époque de la sortie du livre, tant Claire Chazal dégageait une image lisse, sans aspérité, une image rassurante. Moi, j'avais de vous une image rassurante quand je vous voyais sur le JT de TF1. Est-ce que vous n'avez pas eu peur, en écrivant ce livre à l'époque, d'écorner votre image qui vous a justement valu toute cette ferveur populaire? Alors moi, en fait, je n'ai jamais pensé à l'image que je projetais de moi-même, que ce soit mes épisodes de vie privée ou qui étaient éventuellement mis sur le devant des médias euh, je n'ai jamais pensé à l'impression que ça pouvait produire. Je pense toujours d'ailleurs que dès lors qu'on est sincère, quoi qu'on dise, on a le droit de le dire. Et si on est sincère, on ne peut pas être critiqué, on ne peut pas être dévalorisé. Et je n'ai pas eu peur, non. Non, je pense que de toute façon, naturellement, mon tempérament est celui-là, et peut-être mon écriture aussi. Je ne suis pas allée, je crois pas avoir déballé les choses. C'est vrai que j'ai révélé, enfin en tout cas
que j'ai parlé de moi à cœur ouvert, avec beaucoup de sincérité, en avouant des faiblesses, comme vous dites, en avouant des peurs. Mais ça me constitue. Je pense que de toute façon, les téléspectateurs ou ceux qui m'ont suivi le savaient inconsciemment, me regardaient, mais voyaient finalement ce que j'étais vraiment au fond. Et je crois qu'on ne peut pas mentir réellement. Euh, et donc, la sincérité était un gage pour moi d'une confiance qu'on me faisait toujours, et on ne pouvait pas me faire de reproches. En tout cas, ça ne m'est pas venu à l'esprit d'écrire ce livre pour fabriquer ou pour rectifier ou pour corriger une image. Je sais, vous avez raison, je sais qu'on a toujours considéré que je donnais cette image de femme calme, lisse sûrement, ou en tout cas peut-être peu gagnée par les émotions, n'ayant pas peur. Oui, oui, et c'était d'ailleurs mon métier. Je devais montrer, je ne devais pas montrer, je devais rester le plus neutre possible, être aussi sereine, garder une forme de calme. Ça me paraît très important, notamment pour présenter des informations qui sont souvent dramatiques. Mais je n'ai pas, en écrivant avec plus de sincérité, ce que j'avais vraiment ressenti au cours de mes années ou de mon enfance, de ma jeunesse, et même au cours des journaux, je n'ai pas du tout pensé que ça allait modifier ou pas une image. Voilà, je n'ai pas pensé à ça. Et peut-être c'est le résultat, bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Et les gens ont mieux compris qui j'étais peut-être. Et d'une certaine façon, c'est sans doute ce qu'ils ont recherché ou aimé, parce que je me suis d'une certaine façon rapprochée d'eux, rapprochée de ce qu'ils étaient eux aussi, avec leurs faiblesses, leurs peurs leurs angoisses et leurs phobies. Je pense que c'était plutôt cette sincérité m'a rapprochée d'eux. Comment gériez-vous justement vos angoisses à vous, vos phobies dont vous parlez dans le livre, cette hyper-émotivité sur des plateaux très importants? Vous avez fait tous les plateaux importants qu'on peut faire quand on est journaliste. Vous avez fait les élections présidentielles, les soirées électorales, les interviews de 14 juillet. Comment arriviez-vous à maîtriser justement cette hyper-émotivité? J'ai eu ça m'a accompagné beaucoup. Ça a été mon handicap personnel, profond, intérieur. Je l'ai combattu au début comme je pouvais, en gardant cette peur au fond de moi-même, parce que finalement on finit par faire les choses et on les fait, on surmonte. Mais c'était plus difficile, oui, c'était plus douloureux. Progressivement, je me suis apaisée et j'ai combattu par des moyens simples qui s'appellent le sport, qui s'appellent l'exercice physique, qui s'appellent l'effort, et la prise de confiance physique en soi-même, dans son corps, dans sa respiration, dans sa solidité. Ça m'a beaucoup aidée, beaucoup. J'ai aussi, je n'ai pas aussi, j'ai eu recours à des petits anxiolytiques qui sont toujours un peu dans ma poche. Je ne vais pas mentir. Je crois que je ne suis pas la seule à aimer Mais avoir vous n'êtes pas la quelquefois seule. un peu de médicaments qui permettent de passer une journée plus tranquillement. C'est vrai, je l'avoue, je l'ai eu souvent dans ma poche. D'ailleurs, le seul fait de l'avoir dans sa poche vous calme beaucoup et vous permet de passer l'épreuve. Mais le sport, et singulièrement la danse, puisque c'est ce que je pratique depuis longtemps, avec plaisir, c'est pas du tout une contrainte, c'est vraiment un moment à moi qui est très important. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, énormément. Et je conseille ça d'ailleurs pour tout, pour la prévention des maladies, pour l'équilibre personnel, voilà. Et comment viviez-vous les questions difficiles? Dominique Strauss-Kahn, vous allez nous dire ce qui s'est passé dans la suite 28-06. Avez-vous Ouais. eu du mal à la poser cette question? J'écoutais justement ce matin Patrick Poivre d'Arvor, qui est aussi le père de votre fils et qui vous connaît donc très bien, dire Claire a horreur de faire du mal. Oui, c'est vrai. En tout cas, je ne pouvais pas aborder les interviews en pensant que enfin, je, je n'ai jamais cherché, et j'étais incapable d'ailleurs d'aborder un invité en essayant de le déstabiliser. Ça ne peut pas exister chez moi. Je ne sais pas le faire.
Alors, je ne sais pas si c'est parce que je veux être aimée ou que je déteste déranger ou que je déteste les conflits ou que je déteste les aspérités. Mais moi, je souhaitais que ce soit, qui que soit l'invité d'ailleurs, quelque chose de «normal» entre guillemets, de neutre, de posé. Mais c'est vrai que dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, évidemment, les registres étaient tout à fait particuliers, et nous ne pouvions pas ne pas aborder ce registre-là puisque, tout le monde attendait de savoir ce qui s'était passé dans cette chambre. Alors, je n'ai pas vraiment eu peur parce que j'ai beaucoup préparé l'interview, forcément. Et d'ailleurs, je l'ai préparée en discutant beaucoup avec mon équipe et notamment le rédacteur en chef qui était à l'époque à mes côtés, qui s'appelait Germain Dagonier. Moi, je ne peux pas, je crois qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs, donc c'était trop sensible. C'était une interview avec un enjeu considérable et pour Dominique Strauss-Kahn et pour TF1 et pour moi. Et on a bien sûr fait le tour des questions et une fois que je les avais formulées devant d'autres gens, en essayant de recueillir les réactions, de savoir l'impression que ça pouvait produire, après, je n'avais plus peur. Moi, j'avais mon canevas, même très précis, et puis j'ai avancé tranquillement en essayant, encore une fois, de ne pas déstabiliser parce que c'était pas du tout, c'était pas du tout mon souhait. Mais en progressant à mon rythme et en posant toutes les questions que nous nous étions fixées. Je précise que nous avions vu avant Dominique Strauss-Kahn, Germain Dagonier, Anne Sinclair et moi, nous nous étions vus une fois parce que au fond, je n'avais pas vu Dominique Strauss-Kahn depuis très longtemps, enfin depuis un certain temps. Je le connaissais depuis très longtemps, mais il se trouve qu'après, avec les épisodes américains, enfin bon, et donc il a fallu reprendre contact. Nous nous sommes vus et la seule chose que nous nous sommes dites ensemble, car il n'y avait aucune injonction, ni aucune instruction, ni aucun refus, ni aucune impossibilité, la seule chose a été il faut que toutes les questions soient posées. Donc c'était mon seul viatique. Avec ça, on a bâti l'interview dans l'équipe et je suis arrivée en ayant préparé les choses. Donc je n'avais pas, non, je n'avais pas réellement peur. Mais pendant 25 ans de carrière en fini, bon an, mal an, partissaient des liens avec ce monde politique, des liens amicaux, des liens affectifs. Comment gériez-vous cela? Oui, c'est vrai. Moi, d'abord, j'avais commencé dans la presse écrite en tant que journaliste économique. Et déjà, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer évidemment les acteurs économiques, mais les acteurs politiques aussi, parce que je traitais plutôt de la macroéconomie, de la politique économique. Et mes interlocuteurs naturels se trouvaient à rue de Rivoli au ministère des Finances, à l'Élysée parmi les conseillers économiques, à Matignon au ministère des Affaires sociales. Et c'est ça. Ils sont devenus mes interlocuteurs naturels. Et parmi eux, eh bien, il y avait François Hollande, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn et bien d'autres. Et nous avons d'ailleurs grandi ensemble d'une certaine façon, puisque nous nous sommes rencontrés quand les uns et les autres, nous n'étions qu'au début d'une carrière, ou de conseiller, ou de ministre, ou même de président de la République pour certains. Et là, bien sûr que je ne peux pas ne pas forger des liens d'une certaine façon. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'abord, ça m'intéresse de rencontrer les gens et éventuellement de nouer des amitiés. Mais je crois qu'on peut tout à fait faire son métier de journaliste en ayant par ailleurs une forme d'amitié avec l'interlocuteur, en tout cas des relations qui peuvent sortir du cadre professionnel de temps en temps, qui vous permettent d'ailleurs de mieux connaître l'interviewé, ce qui n'est jamais inutile, et de rester tout de même neutre. Et je le disais tout à l'heure, je n'ai de toute façon pas le tempérament d'un inquisiteur ou d'un procureur. Donc je n'ai d'ailleurs, j'ai sûrement été critiquée au début, en tout cas pour ça. Je peux le comprendre. Mais moi, mon envie, c'est de faire dire des choses aux gens, de faire qu'ils révèlent des choses d'eux-mêmes, et surtout, et mon envie n'est pas de les piéger, ni de les mettre dans les cordes ou de les embarrasser excessivement. Donc, qu'ils soient des amis par ailleurs ou des gens que je connais moins,
mes relations, elles étaient les mêmes sur un plateau. Donc, je ne me suis pas sentie en porte-à-faux par rapport à ça. Je sais que beaucoup refusent absolument toute relation personnelle avec leurs interlocuteurs. Je peux tout à fait le comprendre, hein. Mais moi, j'estime que ça m'a nourri, que ça a enrichi ma connaissance du monde politique, économique, et que ça a été aussi des moments, des rencontres, des et je n'aurais pas envisagé mon métier autrement. Voilà, j'aurais pas envisagé de pratiquer ce métier en restant chez moi. Ce n'était pas possible. Mais la ligne éditoriale dans des groupes comme TF1, qui l'a déterminée? Étiez-vous libre de votre journal? Moi, quand je vous regardais sur le journal, je me disais, est-ce qu'elle écrit elle-même son journal? Qui détermine la ligne? Alors déjà, j'écrivais moi-même mon journal absolument. Nous étions 2 rédacteurs. Nous avons toujours été 2 rédacteurs en chef pour faire ce journal. Et en 25 ans, j'en ai eu plusieurs à mes côtés. C'est tout à fait normal parce que les rôles se partagent et à partir d'une certaine heure, quand approche le 20h, vers 18h par exemple, il faut quelqu'un pour visionner les sujets et quelqu'un pour écrire. Et donc, nous avions des tâches complémentaires. Et moi, j'ai toujours écrit mes lancements en les dictant à quelqu'un, c'est-à-dire que j'écrivais de façon parlée, j'écrivais évidemment un langage parlé, car c'est un langage parlé, le journal, évidemment, même si ça doit être très correct et que l'expression doit être correcte, mais c'est tout de même de l'oralité. Et c'était donc mes textes. Je n'aurais jamais envisagé de dire les mots de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est si peu confortable que de toute façon, ça n'est pas bien. Donc moi, j'ai toujours évidemment tenu à écrire moi-même ce journal que je présentais, car je n'imaginais pas d'employer les mots des autres. Par ailleurs, le contenu du journal, c'est évidemment ce qui était le plus intéressant, la construction du journal, la hiérarchisation des informations, le choix des invités, le choix des angles, des dossiers. Bien, nous le faisions dans cette rédaction, d'abord avec tous les journalistes, et les 2 décideurs j'allais dire en bout de piste, c'était donc ces 2 rédacteurs en chef dont je faisais partie. Et je peux dire qu'en 24 ans de TF1, je n'ai jamais ou quasi jamais reçu d'ordre ou de conseil ou de recommandation ce qu'on appelait le 14e étage où se tenaient les patrons de TF1. Votre départ du JT de TF1, vous dites que c'était le signe de la fin d'une époque. Quelle époque, justement? Alors, ça serait peut-être un peu immodeste de dire ça, mais je crois quand même que nous avons connu, avec Patrick d'ailleurs, qui présentait le journal de la semaine, les temps bénis de TF1, c'est-à-dire la prospérité du groupe, la domination un peu sans partage de TF1 sur tout le paysage audiovisuel et une forme de sacralisation du 20h. Tout cela parce que nous étions un peu seuls, c'est-à-dire que les 2 chaînes généralistes, qui étaient France 2 et TF1, se partageaient évidemment les journaux et que nous n'étions pas entourés à ce moment-là de toutes ces chaînes d'information continue. Il y avait donc encore une solennité dans ce journal de 20 heures, une nécessaire incarnation qu'on essayait de porter avec Patrick. Et je crois que évidemment, l'environnement a beaucoup changé, les temps ont changé. D'ailleurs, avant que je ne parte, ça commençait bien sûr le paysage commençait à se modifier sensiblement. Et d'ailleurs, les audiences, par définition, se sont évidemment un tout petit peu érodées. Les 10 millions ou les 12 millions que nous pouvions avoir le dimanche soir, c'était moins fréquent à la fin et c'est tout à fait normal. Donc, la concurrence s'était évidemment renforcée. Et c'est en ça que je dis que le journal de 20 heures, qui était vraiment un moment sacré de rassemblement de la famille, de concentration des informations, de remise en perspective des informations. Aujourd'hui, il est sans doute moins sacré parce que le téléspectateur arrive déjà surinformé à 20 heures. Alors, j'atténue un peu mon propos parce que force est de constater quand même que les 2 20 heures aujourd'hui, moi je suis partie il y a 5 ans, rassemblent encore beaucoup, beaucoup de millions de téléspectateurs. Donc, ça doit quand même encore avoir une utilité et aussi un rôle très important. Donc, le 20 heures, je dirais, garde une actualité et un avenir.
mais nous avions le sentiment, c'est vrai, d'être un peu à part et peut-être aussi dans le cœur des téléspectateurs. Euh, Peut-être aujourd'hui, y a-t-il plus de dépersonnalisation euh, ou les présentateurs sont-ils un peu plus interchangeables, tout simplement parce qu'ils sont plus nombreux. Nous étions très peu, nous étions rares à nous partager ce rôle. Voilà pourquoi je dis que ça a changé. Mais est-ce que vous êtes pour des JT incarnés? Alors moi, je suis tout à fait pour des journaux incarnés. Moi-même, en tant que téléspectatrice, j'aime avoir un regard, j'aime avoir une intonation, j'aime avoir une voix. Je trouve par exemple que la jeune femme qui m'a succédé à TF1, Anne-Claire Coudray, fait remarquablement ce qu'elle fait parce que, et notamment en ce moment, et je le dis, parce qu'elle apporte de la douceur et une forme de fermeté et de sérénité dont on a beaucoup besoin dans ces crises. C'est-à-dire rien n'est exagéré, c'est sérieux, mais c'est en même temps assez souriant. Et je trouve qu'elle le fait très bien. Mais ce n'est pas, c'est une alchimie assez rare. Et donc, j'ai besoin, moi, de cette incarnation. J'ai besoin que l'information soit construite par des êtres humains et portée par un visage. Oui. Mhm. Claire Chazal, vous avez présenté le JT pendant 24 ans et cependant, vous avouez aujourd'hui ne pas regarder le JT pour vous informer. Pas tellement, c'est vrai. Alors là, je fais une exception un petit peu pour la crise que nous vivons. Et, en tout cas, je regarde essentiellement un 20 heures de temps en temps. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup moins informée avec les journaux télévisés. Je suis plus, enfin, j'allais dire consommatrice de radio. C'est ma source principale d'information le matin. Et après, j'abandonne un peu dans la journée. Je ne me sens pas dans un appétit frénétique d'informations permanente, pas du tout. J'ai besoin d'avoir quelques repères dans la journée, la lecture du Monde l'après-midi et une bonne tranche d'information le matin. Voilà comment je m'informe. Claire Chazal, 5 ans après l'arrêt de votre présentation du JT, j'ai l'impression que la cicatrisation n'est pas faite. Blessure narcissique? C'est pas, non, elle n'est pas complètement faite, c'est vrai. Et elle se rouvre un peu au moment d'événements collectifs et importants. Elle s'est rouverte au moment de l'attentat du Bataclan. Je venais de quitter TF1 2 mois avant et c'était pour moi vraiment un sentiment d'impuissance totale. Ça s'est rouvert aussi au moment de l'incendie de Notre-Dame où je crois qu'il y avait aussi là une émotion collective et que le journal m'aurait beaucoup intéressé. Et évidemment, aujourd'hui, cette crise qui fait que les journalistes, eux, sont au travail, eux, sont en mission et eux font œuvre utile, par comparaison, moi, je ne suis pas là. Et peut-être qu'une blessure se rouvre un petit peu. En temps normal, j'ai relativement oublié les choses et j'ai la chance d'avoir tourné la page et de me consacrer maintenant à la culture, ce qui me plaît beaucoup. C'est sur mes centres d'intérêt principaux. Une émission quotidienne sur France 5 me va très bien. J'aime rencontrer des artistes, les mettre en valeur, les Passage des recevoir. arts, Passage rappelons-le. des arts, ça L'émission s'appelle, s'appelle voilà, Passage c'est des arts. gentil, c'est vrai. C'est tous les jours sur France 5 à 20h20. Enfin, j'espère que ça va reprendre rapidement. Et ça me comble, ça. Moi, je suis très contente. En temps normal, j'allais dire dans l'information normale et quotidienne, j'ai peu de frustration. J'ai au contraire un grand plaisir à mettre en valeur les hommes de théâtre, d'opéra, les musiciens, les danseurs, etc. Et je le faisais déjà d'ailleurs sur TF1 et je m'y consacre avec bonheur maintenant. Donc j'ai de la chance aussi. C'est déjà loin derrière moi, mais ça se réveille parfois. Voilà. Vous dites que dans votre anxiété maladive et permanente, vous n'avez cessé les derniers temps de votre JT, avec les pressions qui commençaient, qui montaient, les commentaires, vous n'aviez cessé d'appréhender la fin de l'aventure. N'avez-vous pas vécu la fin du contrat comme une libération quelque part? La libération d'une peur. Voilà, c'est arrivé enfin, j'en avais peur, ça arrive enfin, je n'ai plus peur. Oui, il y a de ça, bien sûr, il y a de ça, évidemment. On pense toujours à ce jour où
on s'installera pour la dernière fois sur le plateau, et j'y ai beaucoup pensé. Et c'est vrai que ça correspondait à une peur. Et évidemment, quand ça arrive, bien, nous n'avons plus peur. C'est vrai. Libération, je ne sais pas, mais en tout cas, peur effacée. Ça a tout de même été assez difficile à vivre sur le moment. Je me suis beaucoup aidée avec la danse, avec des journées que je remplissais comme ça, par le sport, par la lecture, et puis par mes amis naturellement, par mes proches. Puis encore une fois, j'ai eu la chance qu'on me propose quelque chose assez vite dans un domaine qui me plaisait. Donc je l'ai digéré finalement. Mais et bien sûr qu'on se remet en question, bien sûr qu'on est un peu meurtri. Je me suis dit après aussi que finalement, ce passage-là, je le faisais peut-être au bon moment dans ma carrière, dans ma vie de journaliste, et que contrainte et forcée, certes, mais je franchissais un pas et j'avais quand même encore la possibilité de répondre à des propositions, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas 2 ou 3 ans après. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais eu moi-même le courage un jour de dire le journal s'arrête. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Et peut-être que finalement c'était salutaire et que j'ai pu prendre un autre chemin. Et en bonne anxieuse, je sais ce que c'est. Vous vous êtes fabriqué de nouvelles peurs. Là, je vais vous citer. Vous dites dans votre livre, pour moi, le temps passe et je crève de penser que les perspectives s'amenuisent. J'associe à tort, sans doute, l'amour physique à la jeunesse des corps. Me voilà donc forcément perdante. Moi, à vous voir si belle, si lumineuse, j'ai du mal à vous voir forcément perdante. Ah bah, Que vous on est puissiez le forcément, croire. on est forcément perdant parce que le futur, la projection dans le futur s'accompagne sans doute d'un d'un flétrissement du corps, de la peau, de la fraîcheur. Ça, je le sais, même si on lutte, c'est vrai, et que parfois, d'ailleurs, on a plus de possibilités de lutter que d'autres. Et j'ai sûrement beaucoup de chance de ce point de vue-là. D'abord, j'ai les moyens de m'entretenir. J'aime le sport, donc c'est évidemment un plus. Mais l'horizon se rétrécit. Oui, l'horizon se rétrécit. Et j'en ai vraiment en ce moment surtout avec ce sentiment d'être un peu mis à l'écart. On est tous mis à l'écart, hein, bien sûr, mais en d'autres temps, je ne l'aurais pas été puisque j'aurais été sur un plateau de télévision à faire un journal. Et c'est là aussi qu'on se sent, on sent que le temps passe et que les perspectives s'amenuisent. Oui, c'est vrai, les perspectives s'amenuisent. La force de séduction s'amenuise. Le désir aussi. Le rapport au corps est plus compliqué. Oui, ça, on ne peut pas ne pas le constater. Euh, et c'est inéluctable. Euh, on est perdant de toute façon, oui. Derrière derrière votre image classique, ce qui est surprenant, c'est que vous avez eu une vie amoureuse peu conventionnelle. Euh, Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que vous le regrettiez un peu. Euh, Vous parlez par exemple à propos de votre mari, de votre ex-mari, dont vous avez divorcé en 2003, Xavier Couture. Vous dites, sans fausse pudeur, je pleurerai toujours sur le fait que nous nous étions promis de nous fermer les yeux. Nous n'avons pas tenu cette promesse. Oui, oui, bien sûr, parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie de liberté et je crois que j'ai exercé mon libre arbitre dans à peu près tous les domaines, à la fois professionnels et personnels. Et je mesure ma chance et je mesure ce que ça représente. Ça veut dire que j'ai peu de désirs rentrés, j'ai peu de regrets, j'ai pas de frustration. Mais il y a bien sûr eu des aventures douloureuses, il y a bien sûr eu des déconvenues, il y a bien sûr eu des chagrins. Et, euh, euh, et de ce point de vue-là, des regrets. Et sans doute cette histoire-là, cet engagement-là, que représentait pour moi le mariage, finalement, un peu tardif d'ailleurs, je ne sais pas concrétisé. Cette promesse-là n'a pas été tenue, c'est vrai.
Et j'en ai souffert, oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas la seule, hein, oh là là, mon Dieu. Et c'est comme ça que se constitue la vie sentimentale. Mais on a beau choisir librement, on a beau être heureux de son autonomie, rester indépendante, on souffre aussi. Je crois d'ailleurs que on souffre dès lors qu'on aime, de toute façon. Mhm. Le confinement, Claire Chazal, comment s'est-il adapté à votre solitude? Alors, je ne vis pas très mal ce confinement. J'ai d'abord la chance d'être dans un espace assez grand à Paris, entouré de soleil. Et en ce moment, on est vraiment, on peut ouvrir les fenêtres et donc je ne me sens pas tellement confinée. Par ailleurs, j'ai l'habitude de travailler chez moi, de lire chez moi. Alors, j'ai beaucoup moins de travail, mais quand je prépare les émissions, je le fais à la maison. Et donc, rester chez moi n'est pas une contrainte, c'est un agrément. Alors, ce que je vis mal, c'est le sentiment d'inutilité. Ça, c'est vrai. Mais sinon, ce temps doux consacré à des petites interviews d'artistes courtes, des lectures, de lectures de classiques d'ailleurs, qui me plaisent beaucoup, me va. Je ne suis pas seule, je suis entourée de quelques très bons amis et nous nous confinons ensemble, j'ai envie de dire, et c'est très agréable aussi. Je ne peux pas, je ne peux pas me plaindre, mais je sais aussi que je suis particulièrement privilégiée, bien sûr. Claire Chazal, nous nous quittons à regret. En musique, comme Ah oui. d'habitude, Alain Souchon. Que dit ce choix de vous? Oh, il dit que c'est d'abord un artiste qui écrit et qui nous a proposé des textes et des mélodies merveilleuses depuis toujours, moi qui m'accompagne depuis toujours. J'aime son détachement, son ironie, son humour et évidemment son côté sentimental. C'est l'un des derniers grands romantiques, Alain Souchon, mais l'air de rien, l'air de ne pas s'engager. Et ce qu'il dit est à la fois nostalgique, très doux et très joli. Ce sont des chansons inoubliables. Et dans son dernier album, notamment dont le titre Presque représente l'une des chansons, c'est ça qu'on retrouve. C'est cette nostalgie-là et ça me Parce que plaît. c'est Ça me presque correspond. toi, parce que c'est Voilà. presque moi. Voilà. Merci Merci en tout cas. encore. Merci encore, Claire Chazal, de nous Merci avoir Maya. déconfinés si intelligemment et si sincèrement. Merci de nous avoir prêté attention et à la prochaine déconfinade. Voilà, et surtout on espère à Tunis, pour moi en tout cas. Je l'espère très vivement. Et à Merci bientôt. à vous. À bientôt. Merci. Au revoir, Maya. Au revoir. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque